Bonjour à nouveau. Donc, Florence Roulin, ravie de vous retrouver pour ce webinaire Green to Market. On va donc avec Samuel Meyer et puis deux intervenants qu'on va vous présenter, faire un petit point d'actualité sur Green to Market. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, Florence Roulin, je dirige marketing et compagnie, qui est une société spécialisée en direction marketing externalisée. Donc, j'accompagne en fait les entreprises dans leur stratégie marketing, principalement sur les aspects focalisés sur l'offre. Donc, tout ce qui concerne à la fois l'innovation, les marques, le développement produit, et bien sûr aussi sur la partie marketing opérationnel, c'est-à-dire la mise en œuvre des lancements et puis le passage de relais à la communication. Et donc, Marketing Company, ils existent depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et dans l'ensemble des actions qui sont menées, on travaille sur du marketing responsable. Donc, ça, c'est très important dans le cadre de la démarche. Et l'année dernière, Marketing Company s'est associé au pôle éco-conception de Saint-Étienne pour justement avancer dans cette démarche. Et ensemble, on a créé la marque Green to Market dont on va vous parler. Et Samuel, je te laisse te présenter ainsi que le pôle. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire du pôle éco-conception. Donc, pôle éco-conception, c'est une association d'industriels dont l'objectif, c'est d'accompagner les organisations, principalement les entreprises, dans leur performance globale par l'intégration de l'environnement, et ce, dans une dimension de cycle de vie. Donc, on opère en faisant de la sensibilisation, développement d'outils, méthodes, accompagnement, formation. Mais on a cette vocation à être centre de ressources nationales sur l'éco-conception. Donc voilà, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille, ça fait 2 ans, 1 an et demi sur les premiers projets qu'on travaille avec Florence. Et puis c'est dans ce cadre-là qu'on a développé la méthode Green to Market. Je crois qu'on a des invités aujourd'hui, on n'est pas venu tout seul, non? Voilà, donc on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous deux intervenants qui vont nous présenter un petit peu leur expérience dans ce domaine. Donc, Guillaume Renard. Merci Guillaume d'être avec nous. Je te laisse peut-être juste quelques instants, si tu veux, Guillaume, rallumer ta caméra pour te présenter. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc je suis Guillaume Renard, je suis voilà, spécialiste de l'architecture retail. J'ai travaillé pendant 13 ans pour le groupe LVMH dans 2 marques différentes. Donc la première était Make Up Forever et la deuxième était Guerlain où je suis resté 6 ans, où j'ai monté beaucoup de boutiques, beaucoup de choses. Et l'autre point, c'est que j'étais aussi le référent environnemental auprès du groupe LVMH. Donc, je reportais toutes les actions de Guerlain, tout ce qu'on pouvait faire dans l'architecture, je le reportais au sein du groupe. Voilà. Merci Guillaume. Et donc, une deuxième intervenante donc, qui va témoigner de son expertise, cette fois-ci chez Leroy Merlin. Brigitte, je te laisse te présenter, si tu peux aussi rallumer ta caméra. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Brigitte Joubert, moi je suis chez Leroy Merlin depuis bientôt 30 ans. Je suis passée par différents métiers, par le marketing des services sur la mise en place des cours de bricolage il y a plus de 20 ans, et ensuite sur différents postes de chef de produit mobilier de jardin et produits phytosanitaires. Et actuellement, donc, je suis sur l'offre plus engagée, donc responsable d'une offre plus durable. Merci beaucoup, Brigitte. Alors, Brigitte est aussi administratrice, je vais y arriver, c'est le vendredi, du pôle éco-conception, et on leur remercie de son investissement dans notre association. Et puis, avant de commencer, je vais peut-être expliquer un petit peu les règles. On va revenir très rapidement sur Green to Market, le pourquoi du comment. Donc, c'est Florence qui va nous expliquer tout ça. On va voir les différentes interventions de Guillaume et de Brigitte. Vous pouvez poser des questions directement, il y a un onglet questions normalement dans le petit outil, et on essaiera d'y répondre soit directement durant le webinaire. Et de toute façon, on va prendre un temps après pour que vous puissiez poser vos questions, soit en levant la main, en prenant la parole à ce moment-là,
soit via le petit outil de questions. Et il y a un endroit avec le chat où on pourra vous partager un certain nombre de choses. Donc bienvenue aujourd'hui. Et ben, j'aimerais relancer Florence. Green to Market, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça cause ce truc? Donc, Green to Market, en fait, est né, comme le disait tout à l'heure Samuel, d'expériences qu'on a menées sur différents projets. On s'est rendu compte effectivement que l'association du marketing et de l'éco-conception était indispensable et naturelle dans le cadre des projets qu'on a travaillés ensemble. Et donc, on s'est dit, voilà, comment mettre au point une méthode qui permette d'associer marketing et éco-conception de façon à ce qu'on fasse des beaux projets éco-conçus qui, en fait, correspondent à une vraie attente marché. Donc, l'idée, bien sûr, c'est pas de juste faire un produit éco-conçu ou un service éco-conçu pour se faire plaisir, c'est de faire en sorte qu'il corresponde à une attente. Voilà, donc on a mis au point cette méthode Green to Market qui se veut très opérationnelle, pour pouvoir s'adapter à différentes situations d'entreprise. Et très rapidement, donc on va revoir avec Samuel les 4 principales étapes de la méthode. La première étape, c'est une étape de diagnostic. Donc en fait, au cours de laquelle on travaille à la fois sur un diagnostic interne et sur un diagnostic externe, à chaque fois en regardant les critères environnementaux, hein, c'est vraiment le fond de toute la démarche. Et ça nous permet en fait de définir les enjeux prioritaires Green to Market, donc à la fin de la première étape. Pour nous, c'est quelque chose d'important, c'est que c'est ce qui nous manque beaucoup dans les projets d'éco-conception, c'est que souvent on a des… Alors moi, je suis ingénieur, hein, donc j'interviens directement sur les projets pour faire de l'évaluation ou de l'accompagnement, et il nous manque un petit peu cette vision globale. Et donc, à partir de ce diagnostic général, qui se fait dans une perspective cycle de vie, avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes, et ben, ça permet d'arriver à l'étape 2, qui est la mise en place de quelque chose de découvert. Le marketing stratégique, moi, je ne connaissais pas, donc j'ai appris avec Florence sur ces points-là. Et donc, d'avoir une vraie ligne. Enfin, si tu peux peut-être déjà expliquer entre le diagnostic et puis la transcription, la réalisation d'un champ défini de marketing stratégique autour de l'éco-conception. Oui, tout à fait, puisque l'idée, c'est, comme le dit Samuel, de définir un plan, hein, une façon d'avancer des priorités d'un point de vue marketing et en travaillant sur du marketing responsable, toujours. Donc, en lien avec la stratégie de l'entreprise, puisque la stratégie marketing doit être complètement fidèle à la stratégie d'entreprise et réciproquement. Et on va travailler sur le positionnement marketing donc de cette offre, ces axes de différenciation, ces points forts, toujours en mettant en avant les critères environnementaux. Parfois, les critères environnementaux sont les critères principaux, parfois, c'est des critères qui sont secondaires. Tout dépend finalement de la situation de l'entreprise, de la maturité du marché. Voilà, donc c'est aussi une étape qui est progressiste. Hein, on ne révolutionne pas un marché du jour au lendemain, mais en y allant step by step, eh bien, on arrive à avancer confortablement sur le chemin qu'on s'est fixé. Donc, à la fin de cette étape 2, on arrive avec une stratégie marketing Green to Market très claire. C'est là où nous, on récupère un peu les éléments sur la partie éco-conception parce qu'on a une vraie orientation, on a identifié les enjeux, les hotspots environnementaux pour l'ensemble de l'entreprise, le positionnement qu'on peut faire, le niveau de maîtrise sur lequel on peut avoir. Et à ce moment-là, on peut déployer de manière, on va dire, concentrée et avec des focus clairs et précis sur les enjeux environnementaux qu'on va adresser et le pourquoi on va les adresser. Et ça, c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là où on identifie aussi la perception que peuvent avoir les gens sur le produit en termes environnementaux. Et c'est là où on va travailler la laideur cachée des produits parce que régulièrement, pendant les projets qu'on a pu porter avec Florence, la perception client d'impact environnemental tel qu'il est vu, parce qu'ils voient le déchet, ils ont entendu des choses dans les médias, etc. Et la réalité au prisme de l'évaluation environnementale peuvent être un peu différents. Et donc, tout le travail, c'est de répondre à ces 2 points, c'est de rassurer à la fois le client utilisateur que le produit est bon pour l'environnement, donc de répondre à ces questions, tout en améliorant, on va dire, de manière importante, on va dire, la performance environnementale, et ce, dans une perspective cycle de vie. Exactement. Donc, une fois que la stratégie marketing Green to Market est définie, on passe à la mise en œuvre du projet. Donc là, on travaille vraiment en mode projet avec une équipe projet
avec un certain nombre d'itérations d'analyse environnementale. Et on passe le relais au marché, donc avec le lancement et puis la partie communication. Donc, on met sur le marché l'offre Green to Market à la fin de cette étape 3. Et la dernière étape, très importante pour nous, qui souvent est négligée malheureusement dans la vraie vie, c'est l'étape numéro 4, donc une étape de retour sur expérience, où globalement, on prend un petit peu de recul suite au lancement, donc généralement 5-6 mois après les premières ventes, pour faire une analyse complète du lancement et réinjecter les problématiques qu'on a pu trouver avec ce lancement, ou au contraire les points forts pour les réinjecter dans les projets suivants. Voilà, donc c'est une méthode vraiment très opérationnelle qui s'adapte à tout type de projet et d'entreprise, et qui finalement est assez classique, mais qui intègre systématiquement l'environnement dans toutes ses phases. Merci pour ces éléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On reviendra tout à l'heure, mais on est super contents. On devait ouvrir le champagne, mais on n'a pas eu le temps. On a enfin tout mis ça dans un document et qu'on peut partager, qui est le livre Green to Market, mais on y reviendra tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le dur, qu'on discute un peu de ces aspects marketing et environnement. Et quoi de mieux que le luxe, ça fait partie intégrante, le marketing, semble-t-il, la communication dans le luxe. Complètement. Et donc, le marketing, en fait, est assez large. Hein. Il y a bien sûr l'offre, mais il y a aussi la façon dont l'offre est présentée. Donc, on va parler de points de vente. Et donc, Guillaume, je te laisse la main pour nous parler un petit peu de cette architecture retail dont tu es spécialiste. Eh bien, avec plaisir. Déjà, je voudrais souligner une chose. Moi, j'ai eu la chance de faire la formation Green to Market. Et franchement, j'ai appris énormément de choses. Énormément de choses. Et à la suite, je me suis dit, c'est pas quelque chose en général qu'on apprend à l'école. Et ça, clairement, ce qu'on a vécu là, c'est pas simplement les marques qui devraient faire appel à vous, mais c'est vraiment même toutes les écoles. Ce process-là, vraiment, il faut qu'il soit inculqué aux futurs marketeurs, merchandisers, acheteurs, pour vraiment voilà, avoir une attitude vertueuse à la base. On n'attrape pas le train en marche. Hein. Moi, j'ai déjà essayé de faire l'exercice. C'est toujours très compliqué. Donc, il vaut mieux que ça fasse partie de l'éducation. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Tout ce qu'on a appris, vraiment, c'est ce que vous avez pu dire dans ce que vous venez tout juste de dire. En fait, il y a beaucoup de marques là qui s'y intéressent. Beaucoup de marques se disent, voilà, on sait qu'il va se passer des choses sur l'environnement, il va falloir qu'on y aille. Mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas vraiment les enjeux. Donc, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas non plus vraiment ce que ça veut dire. L'environnement, le développement durable, c'est des termes un peu nouveaux que tout le monde utilise sans vraiment savoir comment les utiliser. Donc, en fait, la formation et la méthode que vous dispensez permet justement de bien comprendre tout ça et de bien aussi comprendre toutes les étapes et tout ce qu'il faut mettre en œuvre justement pour arriver à créer une stratégie et bien monter les projets d'éco-conception. Donc, c'est un grand merci parce que moi, ça m'a ouvert un peu l'esprit. Surtout, j'avais déjà cette sensibilité-là, mais ça m'a permis de remettre un peu les choses dans les bonnes cases. Donc, ça a été très positif. Donc, voilà, moi, je disais que, et même par rapport à ce que vous avez pu dire, c'est important de partir de la base et que cette stratégie environnementale vienne de la direction. Ça, c'est clair. Sans une direction forte et un message clair et fort qui vient de la direction, et c'est compliqué. Si vous menez votre bataille tout seul dans votre coin sans que la direction soit convaincue, c'est compliqué. Voilà. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que le marketing, c'est pas uniquement la fabrication des produits. On va faire son petit produit dans son coin, on va le faire le plus d'aider possible et tout le monde va être content. Le marketing, c'est beaucoup plus large que ça. C'est penser aussi à l'écrin où on va mettre le produit et donc l'architecture. L'architecture, elle doit être en lien avec ce que raconte l'histoire, avec la stratégie de marque. Si on n'est pas en lien, si on a une attitude vertueuse dans la création de produits, mais complètement opposée dans la manière de traiter l'architecture, on est discordant, on est un peu antinomique avec le message.
Donc, il faut aussi travailler là-dessus. Et moi, chez Guerlain, j'ai été sur ce secteur-là. Donc, la première chose, le premier projet que je voulais vous présenter, justement, c'est le premier projet que j'ai pu voir en arrivant chez Guerlain. Donc là, celui que vous pouvez voir à l'écran, c'est un vieux projet qui correspond à déjà 2 looks en arrière. Mais j'ai été un peu surpris de voir comment il fonctionnait. Tout simplement parce qu'il faut savoir que quand vous traitez de l'architecture, donc il y a plusieurs facteurs d'éco-conception. Donc vous allez traiter des matières, bien sûr, vous allez faire en sorte de traiter des matières qui ne soient pas trop impactantes, essayer de travailler avec des matières naturelles. Mais ce qu'il faut savoir que tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, ça paraît logique, c'est l'ordre du bon sens. Mais c'est pas le point numéro un sur lequel il faut travailler. Le point numéro un sur lequel il faut travailler, c'est la lumière. La lumière dans un point de vente, la consommation électrique, et donc la lumière, parce que la lumière représente plus de 70% de la consommation électrique dans un point de vente, c'est le facteur numéro un. Ça représente 80% de l'empreinte carbone d'une boutique. C'est pas sa construction, c'est pas la gestion des déchets. Ça l'est bien sûr, c'est très important. Mais le sujet numéro un, c'est le traitement des lumières, de la lumière. Et ça, on va en parler dans les projets que je vais pouvoir vous montrer. Donc la première chose que j'ai fait, donc quand je suis arrivé chez Guerlain, ça a été voir le point de vente le plus rentable pour la marque, qui était le point de vente des Galeries Lafayette. Et j'étais très surpris de voir qu'en fait tout le point de vente était éclairé avec de l'halogène. Il y avait plus d'une centaine de points d'halogène qui provoquaient beaucoup de chaleur sur le point de vente et un inconfort certain. Donc j'ai pu poser des questions au staff et puis analyser un peu tout ce qui se passait. Le staff me disait que il faisait très chaud, que la lumière elle dégradait les produits, parce qu'il faut savoir que l'halogène contient de l'ultraviolet et donc a une interaction sur les produits, notamment sur le maquillage. Il va vous changer complètement la couleur de vos rouges à lèvres, changer la couleur des fonds de teint. Donc ça, c'est un gros problème. Elle me disait qu'en fait, toutes les semaines, ils faisaient des roulements de produits jetés pour remettre des nouveaux produits. Les crèmes de soins qui étaient sur les gondoles, elles tournaient tellement tellement il faisait chaud qu'elles tournaient. Donc toutes les semaines, ça changeait. Elle me disait que les clients étaient un peu aveuglés, c'était inconfortable, elles n'arrivaient pas, elles n'étaient pas bien sur le point de vente. Elle me disait pire que ça, c'est que le staff, il se sentait tellement, il faisait tellement chaud et il y avait tellement de luminance, vraiment de points lumineux qui faisaient mal aux yeux, que ça provoquait des malaises et régulièrement des arrêts maladie. Donc, en fait, la solution était très simple, c'était de revoir un peu la stratégie et de changer tous les points de lumière sur ce point de vente pour mettre de la LED et quelque chose voilà, qui est très moderne mais qui ne génère pas d'ultraviolet et qui a pu réduire en fait la consommation électrique quasiment de 4 fois par rapport à ce qu'elle était avant. Donc, geste simple, très facile. J'ai pas eu besoin de beaucoup de budget, juste entre 3 et 4 000 € pour pouvoir changer ces LED et pouvoir apporter du confort à tout le monde. Après ça, en fait, ils changeaient plus les produits, les clientes restaient plus longtemps sur le point de vente et donc en même temps plus de ventes. Donc tout le monde était content, il n'y avait plus d'arrêt maladie. Donc ce que je voulais vous dire aussi par cette slide-là, c'est que le développement durable, c'est pas uniquement penser les produits, c'est aussi penser le confort des consommateurs sur le point de vente et surtout aussi le confort de vos collaborateurs. Ça, c'est très important. Un collaborateur qui se sent bien dans un point de vente parce qu'il a les conditions idéales, il arrive avec le sourire. Et là, même au niveau des ventes et tout, c'est autre chose. C'est toujours positif. Si on va sur la slide d'après, là on parle d'un projet formidable pour moi. Même si c'est une toute petite boutique qui fait même pas 60 mètres carrés, c'est le plus gros, le plus gros projet sur lequel j'ai pu travailler parce que c'est vraiment un projet d'exception. Là, on parle de la boutique Guerlain, qui est une boutique historique qui était place Vendôme, qui est la première boutique que vous voyez à gauche, avait été créée en 1935 et le design avait été fait par Jean-Michel Franck, qui était un designer très connu de l'époque, qui était un ami de la famille Guerlain.
Donc dedans, il y avait des œuvres, il y avait beaucoup de choses, il y avait en fait, tout un cladding de pierres qu'on appelle du travertin, travaillé et qui avait été dessiné par Jean-Michel Franck. Donc quand Louis Vuitton a repris tout le bâtiment, parce que bon, ils ont acheté tout le bloc, hein, vous connaissez peut-être justement le magasin Louis Vuitton qui est place Vendôme. Bah, en fait, bah, ils ont acheté tout le bâtiment et donc aussi la partie où nous, on avait notre boutique. Mais en fait, ils ont quand même eu la bonté de nous laisser un espace dans le bâtiment qu'ils ont acheté pour qu'on puisse reconstruire notre boutique. Donc en fait, c'était juste à côté. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout démonté la boutique. On a tout démonté et on a récupéré toutes les œuvres, toutes les pierres qui pouvaient être utiles après. Donc on les a récupérées, nettoyées, restaurées et stockées en attendant d'avoir la bonne idée qui germe pour la prochaine boutique. Donc la prochaine boutique, bah, vous pouvez la voir là. Et je pense qu'on la verra même mieux sur les images d'après. Donc voilà, sur cette boutique-là, comme vous voyez sur l'image de gauche, en fait, vous voyez les murs qui sont faits en travertin? Tout ça, en fait, c'est de la pierre qu'on a récupérée de l'ancienne boutique, restaurée et remise à neuve pour la mettre dans ce nouveau point de vente. On l'a pas fait que là, alors ça demande quand même un exercice, hein. C'est un calpinage très compliqué, c'est pas simple, hein, c'est un gros travail. On a repris un peu aussi tous les anciennes œuvres qui avaient été de l'ancienne boutique. Donc vous pouvez voir le lustre en haut à droite. Reviens sur l'image d'avant, Florence, sur la slide d'avant, ou Samuel. Je t'entends pas, Samuel. Mais si tu peux revenir sur la slide d'avant. Je t'entends pas, il n'y a pas ton micro. Mais voilà, il y avait en fait un lustre d'Alberto Giacometti qui était en plâtre, donc très fragile, mais très abîmé quand on l'a enlevé. On l'a récupéré, restauré, remis dans cet environnement-là. Et voilà, donc il y a beaucoup d'œuvres qui ont été reprises, retravaillées. Et en fait, on a vraiment pensé cette boutique-là avec le respect des valeurs historiques. Tout ce que les artistes, les artisans de l'époque avaient pu faire pour la marque, pour la marque, on l'a réutilisé, restauré, mais on l'a pas mis de côté, on l'a vraiment réutilisé. Et ça, en fait, cette boutique-là nous a valu des récompenses, hein. On a eu le award de la meilleure boutique pour le design qui avait été fait, l'utilisation des matières. Donc voilà, pour celle-là, donc vraiment projet unique. C'est un projet rare, hein, c'est très rare de pouvoir travailler sur des boutiques comme ça. Moi, j'ai travaillé avec une directrice artistique du groupe LVMH, hein, qui s'appelle Patricia Gredemange, qui n'a pas vraiment la fibre d'aider. Donc moi, derrière, j'étais un peu en train de cravacher pour lui apporter des solutions pour justement qu'on puisse avoir un projet un peu plus vertueux. Guillaume, excuse-moi de t'interrompre. Oui. C'était juste pour vous signaler qu'on a un petit problème de retour de son de notre côté avec Samuel. Je ne sais pas si c'est le cas pour Brigitte, si Brigitte t'entend bien. Brigitte, tu peux peut-être nous faire un petit signe si tu entends bien Guillaume? Oui, super. Alors, on te laisse continuer, Guillaume, on règle avec Samuel notre problème de son. Par contre, sur l'image, je sais pas, je suis bloqué sur la boutique de. Voilà, d'accord, très bien. Alors celle-là, voilà, ce que je voulais vous dire à travers ce projet-là, on parlait de stratégie tout à l'heure, de stratégie et de discours de marque. Là, en fait, quand on a créé cette boutique-là, à la tête de Guerlain, on avait un président qui était très, très engagé sur l'environnement. Il a fait énormément de choses pour la marque. Et il avait une vision du luxe très spéciale. Et il concevait sa marque vraiment comme un bijou et comme une entreprise familiale qui était prête à accueillir les gens. Donc son architecture, il l'imaginait plus comme un appartement haussmannien où en fait on allait accueillir les gens un peu comme s'ils étaient chez eux. Il nous a demandé à l'époque de réfléchir vraiment à ce concept et d'apporter justement des choses qui permettraient un peu de réduire les impacts. Donc ici, sur ce point de vente-là et sur cette boutique en particulier, en fait, on a globalement, quand vous voyez l'ambiance, on est dans une ambiance très blanche. Pourquoi?
parce que comme je vous disais tout à l'heure, le point numéro 1, le plus impactant, c'est l'éclairage. Et quand vous êtes dans un environnement clair, ben, comme par magie, vous avez quand même besoin de moins mettre de points lumineux parce que le blanc, c'est la couleur la plus celle qui réfléchit le plus la lumière et qui vous envoie une belle atmosphère diffusante. Ici, en fait, on est dans un univers où on va utiliser les matières le plus sobrement possible. Vous voyez, vous avez du bois au sol très simple, et vous avez, par exemple, là, on voit les étagères qui sont au mur. Eh ben, il n'y a pas de bande de LED en dessous, il n'y a pas de lumière sous les meubles. Les étagères sont traitées en verre transparent qui permet à la lumière de passer à travers et d'éclairer ce qu'il y a en dessous. Voilà, pour éviter d'avoir des bandes de LED partout. Et là aussi, alors quelque chose d'intéressant, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient de Valdelia dans le groupe, et c'est très intéressant parce que ce concept-là nous a permis de travailler avec Valdelia justement pour pouvoir travailler sur le recyclage. Donc on a même fait de l'upcycling. L'upcycling, c'est l'utilisation de la matière, et même encore plus noblement de ce qu'elle pouvait être dans sa vie d'avant. Et là, par exemple, on a fait des projets avec Valdelia où on avait, non, reviens sur l'image d'avant. On avait, on avait, par exemple, refait le meuble que vous voyez à gauche. On l'a fait entièrement avec des matières recyclées. On avait juste, en fait, les parements qui étaient rajoutés à l'avant, et on pouvait se rendre compte que, en fait, 80% du mobilier pouvait être fait avec des matières recyclées. Et ça, c'était génial. Voilà, c'est un exercice vraiment où on a vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler avec Valdelia. Euh, C'était vraiment une bonne direction. Après, voilà, changement de direction. Une nouvelle direction est venue chez Guerlain, où là, les valeurs environnementales ont volé en éclats. C'était plus le sujet principal. Le sujet principal, c'était de refaire de Guerlain une marque luxueuse par son approche et par sa visibilité. Ce qu'on voulait, c'était combattre Dior et Chanel qui étaient juste à côté, et d'avoir un univers encore plus luxueux. Donc là, on n'est plus dans l'approche environnementale, dans le traitement des matières. Là, ici, vous voyez, on est sur un concept où vous avez de la lumière absolument partout, sur toutes les étagères. Vous avez même, sur les étagères, vous aviez une bande de LED au fond et même un lumishit sur le dessus. Donc là, on a une consommation électrique qui était 3 à 4 fois plus importante de ce qu'on était avant, ce qui était phénoménal. L'utilisation des matières ici aussi, dans ce look-là. On est dans des matières assez rares. On a été, vous voyez, sur le meuble de droite, par exemple, qui est un meuble en marbre, et vous avez partout dans la boutique, hein, un meuble en marbre, ça s'appelle le palissandre, qui est une pierre qu'on ne trouve uniquement qu'en Italie. Donc, on a été défricher un peu des carrières pour avoir cette pierre très difficile à travailler, parce que c'est une pierre qui est très cassante, donc il faut beaucoup de production pour pouvoir réaliser des meubles. Donc voilà, concept très différent, absolument magnifique, hein. Ça, on ne pourra jamais l'enlever. C'est vraiment quand vous arrivez, vous êtes waouh, c'est magnifique. Mais par contre, voilà, on ne peut plus dire on a travaillé sur l'environnement parce que là, ça serait du greenwashing. Voilà. Mais l'importance d'avoir une direction claire et un discours clair. Là, ici, il ne fallait pas que la direction dise OK, on est un concept environnemental. Non, c'est pas le sujet. On pouvait le dire avant, mais là, on ne pouvait pas. On peut peut-être, Voilà. Guillaume, en profiter aussi de la présence de Brigitte et pour voir comment elle réagit à cette partie luxe. Et si elle a peut-être une ou deux questions rapidement avant de passer la main, Brigitte. Alors, il faut que tu remettes ton micro, par contre, parce qu'on ne t'entend pas. Alors, je crois que c'est peut-être nous qui avons la main. On est en train de te remettre la parole. Voilà, ça devrait marcher. Non, ça ne marche pas. Alors, Voilà, est-ce que tu l'as? c'est bon. Ah, voilà, Je crois que c'est bon. Vous m'entendez? ouais, Très c'est bien. parfait. Oui, voilà. Je ne peux aller que dans le sens de Guillaume par rapport à ces questions concernant tout ce qui est éclairage. Éclairage et chauffage. Ce qui est important, effectivement, c'est l'usage. Au-delà de la première conception d'un lieu ou la première conception d'un produit, c'est vraiment l'usage qui entre en ligne de compte. Et dans l'éco-conception, on s'imagine souvent que c'est lors de la fabrication, mais l'usage est extrêmement important également.
La question que je me pose, c'est pour ces concepts de magasins, etc. Est-ce que Guillaume, tu as pu travailler sur un peu une modélisation pour pouvoir reproduire les concepts les plus vertueux? J'ai vu qu'à chaque fois, c'était du one-shot. Mais est-ce que malgré tout, tu as pu en tirer des grandes leçons et des grandes lignes directrices pour multiplier et tirer profit de ton expérience finalement? Bah oui, en fait, moi, sur tout ce que j'ai pu apprendre, en fait, et c'est ce qu'on apprend aussi quand on traite du sujet, plutôt que d'aller chercher la petite bête sur un point précis, des matières qui sont pas vraiment très impactantes, et tu l'as très bien dit, le sujet numéro 1, c'est le lighting. C'est d'aller trouver les bons partenaires, les bons spécialistes, les bons éclairagistes pour vous trouver en fait des produits qui sont avec un rendement le meilleur possible. Et ça on l'a vu. Hein. Moi, en fait, j'ai une spécialité aussi d'éclairagiste. Et en fait, c'est un sujet qui était très, très cher pour moi. Et donc, j'essayais de trouver les meilleures solutions. Donc, c'est facile quand on a un sujet et un design qui s'y prêtent, comme c'était le cas du design d'avant. Parce que là, on peut vraiment avoir une interaction sur la lumière. Mais quand vous avez un design comme celui-ci qui vous demande de la lumière absolument partout, c'est difficile de pouvoir aller vers ce point-là. Après, oui, quand on a alors après, l'éco-conception, c'est pas uniquement dire, ouais, on part de la base, on va absolument tout faire en éco-conception. On l'a vu hein, dans les formations que j'ai pu faire, il y a plusieurs étapes. Donc la première, bah, le premier outil, c'est le bon sens. Mais après, il y a plein de choses qui se calculent. Euh, le travail des matières, c'est aussi très important. Quand on travaille sur un concept comme ça, bien sûr qu'on va pas se dire on va proposer uniquement de travailler avec ce type de pierre, ce type de lumière. Moi, j'ai développé une bible pour ce concept-là où j'ai ce qu'on appelle une dégradation en fonction des valeurs de points de vente. Donc, on va apporter aussi des choses, une dégradation, mais aussi qui vont vers l'éco-conception. Voilà, on va réduire le nombre de lumières. Et la pierre qu'on a en Italie, eh ben, on va trouver des solutions en Chine quand on a une boutique chinoise. En même temps, c'est des solutions écologiques et aussi économiques. Donc, quelque part, quand on dit que l'environnement peut coûter cher sur un projet, eh ben, avec l'outil du bon sens, ben, c'est pas vrai. Finalement, ça peut vous aider à réduire les coûts. Tout à fait. La bonne nouvelle, c'est que sur tout ce qui est l'éco-conception des bâtiments, on y travaille également de manière assidue. La plupart des magasins sont équipés de LED et on sera à 100% au mois de juin. Donc voilà la bonne nouvelle pour Guillaume. Voilà. Mais là, je vais parler à proprement parler du produit, les produits que nous vendons. Et donc, je vais vous expliquer en quoi Leroy Merlin a travaillé depuis longtemps, hein, depuis plus de 10 ans, et que c'est un long chemin, comme je dis dans mon titre, qui concilie le sens et l'éco-conception. Donc, quand je dis que ça fait longtemps qu'on travaille le sujet, vous vous souvenez peut-être, pour les plus anciens, donc dans les années 2010, nous parlions du concept inventer la maison de demain, et on avait organisé les premières assises de l'habitat. Et dans ce cadre-là, il y avait déjà cette maison de demain qui répondait à nos engagements, dont l'éco-conception, dont les économies de ressources, en particulier les économies d'énergie, les économies d'eau, mais aussi les économies de matière. Donc ce n'est vraiment pas quelque chose de nouveau, sauf que on l'avait un peu initié à la manière de Monsieur Jourdain et qu'actuellement on avance sur une offre et on transforme énormément, de manière très profonde, notre offre de produits. On s'appuie sur une démarche un peu plus systématique et plus donc, généralisée. Et cette démarche, avec notre groupe ADO, on l'appelle Positive Products. Elle est traduite plus ou moins chez Leroy Merlin par le terme de produit engagé. Je en reparlerai juste après. Et vous voyez à droite, donc le cycle de vie du produit. Donc, afin d'avoir des éléments de preuve
pour dire que notre offre est éco-conçue, on s'appuie sur l'analyse de cycle de vie et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc notre démarche globale s'appelle Make It Positive et on s'appuie dans cette démarche Make It Positive sur les objectifs développement durable de l'ONU, que vous connaissez bien sûr, et donc on est concerné par la plupart de ces ODD et on a signé avec le Global Compact France, le GC France, depuis mai 2019. Donc nous adhérons à ce GC et on a, pour partager nos engagements et nos ambitions, dans notre stratégie qui soit efficace et opérationnelle aussi, on fait adhérer et on sensibilise toutes nos parties prenantes et en premier lieu nos collaborateurs, nos 25 000 collaborateurs, et on a formé nos 25 000 collaborateurs à cette démarche Make It Positive. Pourquoi? Parce que le produit est au cœur de notre bilan carbone, hein, c'est ce qui impacte le plus notre bilan carbone. Et de fait, pour que chacun de nos collaborateurs comprenne bien le sens et la stratégie dans laquelle on avance, eh bien, on sensibilise l'ensemble de nos collaborateurs, mais pas que. Donc voilà, comme je vous disais, donc le produit impact, c'est le plus gros impact de notre bilan carbone. Donc là, ici, vous voyez donc, où sont nos impacts. Alors, en fonction des catégories de produits, des familles de produits, au sein de ce cycle de vie, donc, on peut avoir certains produits sur lesquels ça va être les matières premières qui vont être les plus impactantes. Le packaging intervient, mais c'est pas forcément le plus impactant, mais ça a sa part, hein, bien sûr. Après, tout ce qui est lié à la production, au site de production, la supply, le transport, hein, bien sûr, qui impacte. Mais c'est pas forcément, contrairement aux idées reçues, c'est pas forcément là non plus que se trouve le plus gros poids. Ensuite, tout ce qui est l'usage, et ça, c'est hyper impactant. Je vous en reparlerai juste après. Et un point qui est la recyclabilité et la réparabilité du produit, qui est un sujet qui est très important aujourd'hui avec la loi AGEC, et j'en reparlerai également juste après. Donc là, pour vous dire que donc, toutes nos équipes sont en action, donc depuis les équipes de nos magasins et aussi toutes les équipes qui conçoivent et qui sélectionnent l'offre produit. Dans un premier temps, toutes les équipes produits, les chefs de produits ont été formés à l'éco-conception, aux fondamentaux de l'éco-conception, par le pôle éco-conception de Saint-Étienne, ainsi qu'au sein du groupe ADO, des ingénieurs qualité, etc., etc. Donc, ça a été le premier point, donc, de former nos équipes. Deuxième étape, on a aussi formé et accompagné, et c'est toujours quelque chose qui est en cours, au sein des marchés, au sein de chacun de nos marchés, on a des responsables d'offres chefs de produits et on a nommé des animateurs impact positif au sein de nos marchés. Et on a des rendez-vous tous les 15 jours pour les accompagner, leur donner pour monter en compétences et les accompagner régulièrement avec tout un système de veille interne et externe. Et puis, autre étape, on accompagne nos fournisseurs et il y a eu, l'année dernière, il y a eu une convention dédiée à la RSE et régulièrement, il y a des webinars, donc il y en a eu un sur l'éco-conception également avec le pôle éco-conception de Saint-Étienne, mais aussi, par exemple, ce matin, j'étais avec des fournisseurs pour les sensibiliser, les former à l'écolabel européen, puisque l'écolabel européen est un label robuste qui concerne quand même pas mal de familles de produits, qui est ancien, il a 30 ans, donc c'est un des labels référents. Voilà, donc c'est un exemple, nous formons, nous accompagnons
la montée en compétence non seulement de nos équipes, mais aussi de nos parties prenantes et de nos fournisseurs. Et puis, il y a un travail de longue haleine qui est assez long et compliqué. C'est toute l'identification de nos références les plus vertueuses et donc de récupérer toute la data, que ce soit alors, sur nos marques propres, bien sûr, mais c'est aussi sur les produits de nos fournisseurs et les références que l'on sélectionne dans l'offre. Je vous donne un exemple ici, c'est la peinture, enfin plus exactement sur cette slide-là, les outils du peintre, les pinceaux, mais aussi les rouleaux. Alors ça a été un des premiers produits sur lequel on a travaillé l'éco-conception et une analyse de cycle de vie. Vous voyez que y a sur la photo, vous avez un terrain de foot. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 6 références, ça représente par an l'équivalent du bois qui serait couvert par un terrain de foot. Et donc, voyant ça, on a décidé de travailler l'éco-conception du produit. Et ce qui nous fait gagner, rien que pour la France, on gagne par an 300 tonnes de carbone sur Leroy Merlin France, rien qu'en revoyant la conception du produit pinceau. Donc, ça vaut le coup, 6 références, on gagne 300 tonnes de carbone, rien que pour Leroy Merlin France. Si on le fait pour l'ensemble du groupe, ça représente plus de 600 tonnes. Voilà, donc ça, c'est un exemple très, très concret. C'est sur notre marque propre Dexter. Un autre exemple, c'est sur les économies d'énergie. Donc là, certes, vous voyez en haut à droite l'éco-conception du produit. Donc nos radiateurs Équation sont fabriqués 100% en aluminium recyclé. Ils sont fabriqués en Italie. On a revu également le packaging. Donc c'est un packaging en carton, 100% carton. Alors qu'on peut encore trouver sur le marché des radiateurs qui sont, dont les packaging comportent du polystyrène. On a un des grands axes de notre stratégie qui est de supprimer autant que possible le polystyrène, puisqu'on a du mal à on ne le récupère pas quand il est chez l'habitant, c'est aujourd'hui, et donc il s'envole beaucoup, donc on fait tout pour supprimer le polystyrène. Et puis donc, on relocalise, et donc en tout cas, nos lieux de fabrication, on essaye autant que faire se peut de les avoir en Europe. Donc là, en ce qui concerne le radiateur, donc c'est principalement en Italie, mais on a aussi des radiateurs qui sont fabriqués en Espagne. Sur l'usage, ce qui est très important, c'est d'avoir donc un radiateur qui consomme peu chez l'habitant. Parce que là, ça va impacter durablement la consommation d'énergie chez les clients. Et donc, on a supprimé, par exemple, de nos gammes, tout ce qu'on appelle les radiateurs grille-pain, donc ceux qui consomment énormément d'énergie chez le client. Donc ça, c'est quelque chose, on a fait une opération de collecte avec Écosystème, qui est l'éco-organisme avec lequel on travaille. On a fait une collecte en magasin et les clients nous ont rapporté leurs vieux radiateurs grille-pain qui ont été recyclés, leurs vieux convecteurs grille-pain. Voilà. Et enfin, donc, sur l'aspect durabilité et fin de vie, donc la garantie sur le radiateur Équation était de 3 ans, on l'a passé à 5 ans, et toutes les pièces détachées sont disponibles en France. Et c'est là où tout à l'heure, donc Samuel parlait donc de réparabilité, donc c'est hyper important d'avoir les pièces détachées pour notre SAV, mais aussi c'est important pour que des clients puissent réparer leurs produits. Aujourd'hui, donc on en parlait, l'indice de réparabilité concerne 5 familles de produits depuis le mois de janvier 2021. Et en ce qui nous concerne, Leroy Merlin, ce sont les tondeuses et les lave-linges. Et donc ça, on a bien l'indice de réparabilité qui figure sur nos produits, donc sur notre site internet. Et c'est ce qui nous a valu donc
les éloges, hein, on va dire, de UFC Que Choisir, qui a vu qu'on était à 100% de signalement de cet indice de réparabilité sur notre site. Voilà, donc sur cette vision globale. Et ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer une offre engagée et vertueuse. Et donc, on a sélectionné les produits les mieux disants de leur catégorie et vous pouvez les retrouver sur leroymerlin.fr. Vous avez un filtre qui s'appelle produits engagés et dans chacune des catégories de produits que vous voyez par exemple à l'écran, vous allez pouvoir retrouver nos produits les plus vertueux. Alors quelquefois ce sont des produits que vous allez trouver peut-être des petits produits. Alors ça peut être aussi bien des petits produits que des gros produits. En tout cas, ce sont les produits les mieux disants de leur catégorie. Voilà, donc là vous allez pouvoir, c'est tout récent, hein, ça a été mis en ligne il y a un mois. Donc vous allez pouvoir les retrouver sur leroymerlin.fr. Vous allez pouvoir les retrouver en magasin. Et donc, je vais en terminer là parce que je pense qu'il peut y avoir des questions sans doute. Et donc, voilà, on chemine dans cette démarche We Make It positive avec notre groupe ADO. Et je vous encourage à me poser des questions si vous en avez sur notre démarche qui suit un process qui est un peu celui de Green to Market. Nous, on l'a fait d'une manière qui est un peu la nôtre, mais on retrouve les 4 étapes et le retour sur expérience qui est un peu une démarche itérative chez nous de retour d'analyse de produits. Merci de votre attention. Merci beaucoup Brigitte. Donc je vous invite à mettre vos questions dans le chat pour Brigitte. Et, je crois que c'était vraiment important d'avoir aussi ton témoignage concernant Leroy Merlin. Donc on voit bien à la fois toute la démarche interne et tout le travail qui est fait avec vos partenaires, vos fournisseurs pour avancer dans toutes ces données environnementales et pour faire progresser les offres. Donc merci pour cette partie. On voulait donc en synthèse vous rappeler que Green to Market, comme vous le disiez tout à l'heure Samuel, c'est un guide donc qui redécrit toute la méthode de façon détaillée et en illustrant systématiquement les choses par des exemples, des expériences qu'on a pu mener dans les entreprises, donc dans des activités très variées et voilà, qui permettent d'alimenter aussi et de benchmarker des secteurs. C'est bien sûr l'accompagnement qu'on peut proposer en collaboration marketing éco-conception pour vous aider à mettre en place des projets de façon tout à fait opérationnelle dans votre entreprise. Et donc Guillaume témoignait de son expérience de formation Green to Market, donc qui date du mois de novembre. Donc à compter du mois de mars, on réitère les formations. Voilà, Guillaume, si vous voulez. Je plaisante. Et donc on aura à nouveau les 4 modules Green to Market qui peuvent être financés aussi par vos OPCO si vous faites appel à eux. Voilà, donc qui permettent aussi de découvrir la méthode de façon très concrète. Et là aussi, on travaille sur des illustrations pragmatiques, des exemples d'entreprises dans différents domaines. Voilà. Je voulais peut-être demander à Guillaume s'il avait une question pour Brigitte, comme on l'a fait tout à l'heure. J'ai pas vraiment de questions. Par contre, moi, je voudrais la féliciter pour tout le travail qu'elle a pu faire pour Leroy Merlin. Je trouve que c'est un bond inimaginable en fait de par rapport à ce qui pouvait se passer il y a quelques années. Là, on est quand même à un temps où on embarque des équipes avec nous sur des idées d'éco-conception, sur des principes. Et c'est compliqué. Je sais que c'est pas simple de pouvoir convaincre tout le monde et de mettre tout le monde dans le même bateau. Mais par contre, si on n'arrive pas à faire ça, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est un peu Don Quichotte contre les moulins à vent, quoi. Donc, moi, je voudrais te dire bravo déjà pour tout le travail et puis tout ce qu'on a pu voir. Je trouve ça magnifique. Merci, c'est vrai, ce que tu dis, c'est important. Enfin, si le dirigeant, les dirigeants n'impulsent pas,
on avance, mais on rame énormément Ouais, et on oui, n'a oui. pas embarqué tout le monde. Donc, s'il n'y a pas cette impulsion en amont, c'est très compliqué et, c'est dommage. Et donc, il faut vraiment convaincre, il faut que les dirigeants soient convaincus. Et on a la chance chez Leroy Merlin et au-delà de notre groupe, toutes les enseignes cousines, d'avoir cette démarche-là. Et on est bien engagé. Donc, c'est quand même une très bonne chose parce qu'on couvre énormément de métiers. Et ça, c'est rassurant pour l'avenir parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a le produit, mais il n'y a pas que le produit, quoi. Non, 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 c'est très, il faut que le message soit transversal et Ouais, l'attitude aussi. Donc ça peut être, c'est ça qui peut être compliqué en fait, d'être convaincu toi-même par quelque chose et de pouvoir bah, attirer tout le monde et que tout le monde marche sur le même chemin. C'est ça qui est ouais. performance. Je vois qu'il y a une question qui est sur les produits engagés de Leroy Merlin à côté du reste des marques pas forcément durables. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc on embarque entre guillemets les fournisseurs, on leur propose des formations aussi. Donc, je disais ce matin, on a eu cette formation, cet accompagnement, ce webinaire avec l'ADEME sur toute la partie de l'écolabel européen, qui est un des écolabels, un des labels les plus robustes. On a aussi organisé donc, des formations fondamentaux de l'éco-conception avec l'équipe de Samuel, etc., etc. Donc on pousse, on accompagne aussi les fabricants. Il y a certains produits, certains fabricants qu'on refuse s'ils sont pas du tout conformes à nos exigences et à nos critères. J'ai un exemple en tête. Je vous parlais tout à l'heure du polystyrène. Il y a un fournisseur alors, qui travaille toujours avec nous, mais il nous a proposé des produits qui étaient encore lourdement impactés par du polystyrène, alors qu'aujourd'hui, on a des solutions pour remplacer le polystyrène dans les emballages de petits produits, pas sur les produits très lourds, hein, c'est des petits produits. Et donc, on lui a dit, tant qu'il y a du polystyrène dans ce packaging, on ne référencera pas votre produit. Voilà, c'est un exemple très concret. Après, on a tellement de produits et donc avancer et faire évoluer toute l'offre, c'est un chemin immense. Mais bon, on s'engage à le faire et si vraiment il y a des produits qui sont vraiment trop néfastes pour l'environnement et pour la santé, j'insiste bien pour la santé, sachez que par exemple, on a supprimé en 2011 le Roundup, hein, le glyphosate, parce qu'il y avait, et il y a toujours, hein, malheureusement, le glyphosate, on en retrouve encore sur le marché, mais on a décidé de le supprimer. Donc on a supprimé aussi, bon, par exemple, les chauffages de terrasse avant l'obligation. Donc on est fortement, voilà, on n'hésite pas quand c'est vraiment trop impactant et quand on a des preuves que le produit est vraiment néfaste, on n'hésite pas à le supprimer. Est-ce que les produits sont plus chers? Alors, pas forcément. Et la preuve, c'est que le pinceau n'est pas plus cher. Et parfois, le produit plus vertueux peut même être moins cher. Alors, ça dépend des cas de figure. On peut avoir des produits plus chers à prix équivalent ou moins cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, sur du packaging, quand on utilise un packaging alternatif, alors le packaging est une partie du coût du produit, mais quelquefois, il y a des gains matière et des gains prix par conséquent. Donc, l'idée de dire que parce que le produit est plus vertueux et plus respectueux et qui est plus cher, c'est vraiment pas systématique, loin s'en faut. C'est vraiment une idée reçue qu'il faut combattre parce que ce n'est pas le cas. Et il faut vraiment prendre en compte tous les coûts globaux. Parce que souvent, on ne prend pas en compte les coûts cachés. Par exemple, si on a un produit
qui n'est pas réparable et qu'on doit jeter, par exemple, ben là, on a complètement faux. Il y a encore malheureusement beaucoup de luminaires, puisqu'on avait un sujet luminaire qui était fort. On peut avoir des spots ou des luminaires qui restent encore du produit jetable, et il faut réussir à supprimer des produits de ce type-là, et une fois que les LED ou les ampoules ne fonctionnent plus, il faut absolument plus avoir d'intégré. On ne doit plus jeter de ce type de produit. C'est pas possible. C'est pas. Il faut faire évoluer l'offre. Ça, c'est sans conteste. Et à prix raisonnable et à prix au moins équivalent. Que c'est difficile après de valoriser. Alors c'est vrai que si on a un label, souvent il y a un coût de label qu'il faut intégrer. Mais les coûts de label, j'en discutais ce matin avec l'ADEME, il faut vraiment avancer pour qu'on ait une sorte de concurrence sur le coût des labels pour qu'on arrive à les intégrer d'une manière modique dans le prix du produit. Quand c'est étalé sur des grandes quantités, ça revient forcément à un prix modique. Merci pour votre énergie et puis bonne fin de semaine à tous et à très bientôt pour Green to Market. À bientôt. Merci à tous, à bientôt. Au revoir, à bientôt.